Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi c'est LP. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre top 10 et on va parler des jeux qui mériteraient une réimpression, donc des jeux qui sont souvent introuvables, qui ne sont plus disponibles dans les boutiques depuis plusieurs années et qu'on attend que l'éditeur se réveille pour réimprimer son jeu ou bien qu'il vende les droits à quelqu'un, parce que des fois, ça change de compagnie entre deux réimpressions. Ouais. Donc, des fois, dans les réimpressions, il peut y avoir des jeux qui étaient presque parfaits, mais qu'une petite retouche de règles, ça ferait pas de tort au passage. Une adaptation thématique. Puis, je tiens à souligner, en tout cas, dans mon cas, je suis loin d'être parfait là-dedans. Fait qu'il y en a peut-être, parce que j'ai vérifié, il y en a peut-être que les réimpressions sont annoncées ou ont été annoncées, mais que je l'ai manqué. Là, fait que c'est pas impossible que là-dedans, il y a quelqu'un qui commente en dessous et qui dit « Hey, vous serez content, tel jeu va être refait sous telle thématique, ou etc. » Ouais, c'est ça, c'est le fun. Des fois, ils vont changer un petit peu. Oui, ils gardent le même thème, le même nom de jeu, ils changent un peu les règles, réimpression au goût du jour. Des fois, ils changent le matériel un peu, qui est des bonnes choses en général. Des fois, pas assez. C'est ça. Des fois, on change le thème carrément, on change le nom des fois du jeu carrément. Fait que des fois, c'est dur à... Ah oui, qui est tel jeu, c'est une réimplémentation de tel autre jeu. Tel autre jeu, ouais. C'est pas évident à savoir parce que c'est pas le même nom. Fait que c'est ça. Des fois, c'est dur à suivre ce domaine-là, les réimpressions. Ouais, par exemple, justement, moi, quand j'ai fait mes recherches, il y avait le jeu Le Petit Prince de Bruno Catala de Montblanc, si je ne me trompe pas, qui était illustré par Exupéry, Saint-Exupéry lui-même, illustré. Ils ont pris les images originales de Saint-Exupéry pour faire le jeu, un très bon petit jeu de draft et placement de tuiles que j'allais mettre sur ma liste jusqu'à temps que je trouve qu'il allait être réédité en 2022 ou 2023, mais en changeant la thématique, ce que je trouve un peu dommage parce qu'il était vraiment cute la thématique dans ce jeu-là. Là, on va aller, si je ne me trompe pas, dans l'univers d'Aladin, qui est une thématique tout à fait intéressante. C'est pas la nouvelle thématique qui me dérange, c'est le fait qu'on abandonne la thématique de Saint-Exupéry, qui, à ma connaissance, doit être libre de droit, fait que ça ne doit pas être une question de droit. Ouais. Mais bref. Puis c'est le fun parce que c'était comme un tremplin vers le livre après. Oui, puis l'univers était super beau, le visuel du jeu était super intéressant. C'est un jeu très simple. Je ne sais pas s'ils vont garder exactement les mêmes mécaniques, mais bref, il n'est pas sur ma liste. Tout ce que tu en avais d'autres qui ont failli faire le saut. Oui, moi je voulais nommer le jeu Ra de Rainer Knizia, qui est un vieux jeu d'enchères de 99. Puis finalement, ils ont refait une nouvelle édition cette année avec une campagne GameFound. Fait que j'ai pas pu le nommer parce que c'est déjà en cours de production. Puis évidemment, il y avait le classique Grand Austria Hotel, un jeu qui a été hors d'impression pendant des années, qui était super rare sur le marché de l'usager. Puis là, il y a eu une nouvelle campagne Kickstarter pour son extension il y a quelques années, peut-être un an ou deux. Fait que là, ça commence à revenir. Fait que le jeu de base va aussi revenir disponible en même temps. Fait que les gens vont pouvoir se le procurer. Fait que c'est cool pour ça. Ouais, moi, il y avait SOS Titanic, qui est un jeu que ça faisait longtemps que je cherchais. Puis que là, il y a une nouvelle édition qui vient toujours de sortir en magasin, qui est intéressante aussi. Même chose avec Russian Railroad. Qui vient d'arriver. De train qui était hors d'impression depuis des années, puis qui vient de sortir la nouvelle édition Ultimate Railroad. Avec tous les packs de toutes les cartes dedans. C'est ça, toutes les différentes cartes des différents continents et différents pays, là, avec une nouvelle en plus. Fait que c'est des choix qu'on n'a pas pu nommer parce que c'est déjà fait ou c'est déjà sorti. Donc, mais c'est des jeux que ça fait longtemps qu'on se dit hey, on veut une réimpression de ces jeux-là, mais bon, on n'a pas pu les nommer. Parfait. Fait qu'on va commencer avec nos listes. Donc, top 10 des jeux qui mériteraient une réimpression selon nous, évidemment. Je peux commencer, si tu veux. Vas-y. Mon numéro 10, c'est un vieux jeu de Days of Wonder et Bruno Catala. Donc, je vais y aller avec les Chevaliers de la Table Ronde. Donc, c'était un des premiers jeux coopératifs que j'ai joué dans le temps que j'avais découvert
Arkham Horror deuxième Ouais, édition parce qu'il est et arrivé, il est deux. celui-là, c'est Parce qu'il est 2005. 2005, ouais. Parce qu'il est Ouais, même avant la pandémie, pré-pandémie. exact. Fait que c'est ça, les jeux coop n'étaient pas à la mode tant que ça à cette époque-là quand il est sorti. Il était dans les premiers jeux coopératifs. C'est une thématique légende arthurienne. Là. On joue les chevaliers de la table ronde. C'est un jeu qui est coopératif, mais qui est aussi semi-coopératif en fait, là, parce qu'il peut avoir un traître là, C'est un parmi. jeu coopératif avec un traître, avec une mécanique Ouais, de c'est traître. ça, c'est ça. Le traître, on n'est pas obligé de le mettre, je pense. Là. Non, t'es pas obligé de Ça- le ça- mettre. Puis quand tu le mets, t'es pas sûr qu'il va être là. c'est ça, c'est Parce que comme tu distribues un certain nombre de cartes, puis il y a plus de cartes que de joueurs. Exactement. Ça fait que c'est un jeu gestion de cartes. On va se promener sur le plateau, aller faire des actions. Il y a un petit feeling un peu tower defense à certaines places sur le Ouais. jeu. Ben, le château lui-même, tu sais qu'il faut que tu empêches un certain nombre de catapultes d'arriver devant le château, sinon on est éliminé. Ouais, bon, là, c'est une belle image avec des figurines peintes, là, mais bon. Fait que ça vous donne une idée à quoi ça ressemblait aussi. Donc, c'était très cool comme jeu. Tu sais, c'est pas un jeu que j'ai joué récemment. Tu sais, c'est plus un jeu qui est dans mes souvenirs, je te dirais. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour ce jeu-là, c'est que je pense qu'il y a 2 ans, j'avais lu sur le blog de Bruno Catala qui était en train de développer ou de travailler sur peut-être une nouvelle version des Chevaliers de la Table Ronde. Peut-être avec un changement de thématique ou un autre affaire. Il y avait une affaire de voyage dans le temps où je suis plus trop, là. Bref, je me souviens plus trop de l'article en tant que tel, mais je sais que c'est comme dans l'air un peu. Je pense qu'il y a le désir de vouloir y redonner une nouvelle chance à ce jeu-là ou justement l'amener dans une nouvelle implémentation. Direction. C'est ça, pour le modifier un peu, pour le mettre au goût du jour. Parce que je pense que les jeux coop depuis 2005 ont pas mal évolué aussi. Fait que Ouais. ce jeu-là, c'est pas une répression telle quelle que ça y prendrait. Là. Ça y prendrait vraiment des petits ajustements au niveau des règles. Il pourrait même changer la thématique. Ce serait pas si grave que ça, je Ouais, lui, pense. parce qu'il est de l'époque, la communication entre les joueurs était comme semi-bien encadrée, là. C'est ça. Tu sais, j'ai le droit de te suggérer d'aller quelque part, mais j'ai pas le droit de te dire ce que j'ai dans les mains. Fait que le bon vieux, tu sais, il y a un cliché, là, chevalier de la table ronde, de regarde, si tu vas commencer les chevaliers là, moi je pourrais les finir, mais après, je pourrais plus t'aider. Par contre, si tu fais le troisième bout, après, moi je vais pouvoir le finir. Fait que j'ai un 2, 4, 5 dans mes mains. Ouais, Fait que tu c'est fasses ça. un 3. Ouais, rendu là, c'est ça. Du C'est ça. jeu ouvert. Fait qu'il C'est ça. y aurait petite affaire à faire au niveau des règles, mais pas grand-chose. Non, c'est ça. Fait qu'il y a déjà un bon système de base, je pense. Euh, ça pourrait être un jeu avec des scénarios, des trucs comme ça différents, avec différentes règles pour chaque scénario, des trucs comme. Fait qu'il y a de quoi à faire avec ce système-là. Puis je sais que c'est dans les désirs de l'auteur. Fait que peut-être que d'ici quelques années, on va revoir une nouvelle édition des Chevaliers de la Table Ronde. Ça serait intéressant. Dans mon cas, mon numéro 10, c'est drôle que tu dises ça parce que mon numéro 10, c'est la même compagnie. C'est Days of Wonder. C'est le premier jeu que j'ai possédé de Days of Wonder. Ça s'appelle Pirates Cove, qui est en français, qui est assez connu en français sous le nom de la Crique des Pirates. Pirate Cove, dans le fond, ça, c'est un jeu compétitif. C'était un des premiers si c'est pas le premier que Days of Wonder a fait quand ils sont arrivés, tu sais, avec du beau matériel, avec Ouais. un upgrade sur ce qui se faisait à l'époque, ça c'est 2002 ou 2003, là, la Crique des Pirates. Fait qu'un upgrade, une amélioration de ce qui se faisait sur le marché en termes de composantes, d'inserts, etc. Fait que dans la Crique des Pirates, chaque joueur avait un bateau pirate. On avait différentes îles qu'on pouvait aller piller. Il y avait une île centrale où on pouvait aller enterrer nos trésors pour marquer nos points de victoire. Puis il y avait une mécanique intéressante, une espèce de bluff, d'une certaine façon, OK. où les joueurs, dans la première phase de jeu, de chaque tour de jeu, on va tourner des cartes pour voir qu'est-ce qui est à piller, c'est quoi les trésors qu'on peut aller chercher sur chacune des îles qu'il y a sur le jeu. Il y en a 5, mettons. Disons qu'on joue une partie à 4. Puis là, on va secrètement dire quelle île on s'en va piller. On révèle tous en même temps, puis s'il y a plusieurs bateaux qui vont en même île, ben on se bat. Ah, OK. Fait que là, puis on le voit, fait que là, à telle place, il y a 4 coffres au trésor, puis 2 améliorations. À telle autre place, il y a telle affaire, telle affaire, telle affaire. À telle autre place, il y a ci, ça. Fait que tu sais, je vais-tu prendre, mettons, la deuxième meilleure île en me disant tout le monde va se garocher sur la première, mais là, finalement, tout le monde se garoche à la deuxième. Fait que je me dis, je vais aller sur la première. Vu que tout le monde ira pas sur la première, va se garocher sur la deuxième, je prends une chance. Mais là, d'autres se disent ça. Fait qu'il y a un peu le mind game, puis il y a beaucoup de jazz autour de la table, de hey, moi je m'en vais là, je vais là. Ouais, c'est Regarde, ça. je vais pas, vas-y, j'irai pas, moi ce tour-là, je peux pas me battre trop. Puis il y avait un système intéressant
tu avais un plateau personnel qui était ton navire. Fait qu'avec ton argent, des choses que tu peux faire, c'était aller à la crique centrale puis améliorer ton bateau. Fait que c'était intéressant, tu t'améliorais ta voile, c'était toi qui avais l'initiative en combat, le nombre de canons, c'était le nombre de dés que tu lançais, tu pouvais améliorer ta coque pour être les nombres de points de vie de ton bateau quand tu te battais, tu pouvais améliorer ta cale pour pouvoir transporter plus de coffres, si je ne me trompe pas, plus de trésors. Tu prenais des actions de temps en temps pour aller au centre du plateau puis aller enterrer tout ça, puis tu marquais des points de victoire de cette façon-là. Fait que c'est un jeu très intéressant, la thématique était le fun, puis je pense pas encore aujourd'hui, même s'il y en a eu beaucoup plus avec les années, le thème pirate, c'est pas un thème qui a été surexploité encore. Puis celui-là, il était vraiment dans le classique pirate, on s'en va piller des îles, on ramasse des trésors, on fait rare, puis on s'en va les enterrer quelque part. C'était du Days of Wonder de l'époque, fait que un bon jeu que j'ai joué au début de ma vingtaine. Fait qu'un très bon petit jeu, quand même de niveau assez familial. Il était pas trop compliqué avec un peu de tête date vu qu'on s'attaque, mais pas trop. Il n'y a pas d'élimination de joueurs. Pas trop punitif. Toutes tes affaires. Il est un peu punitif, mais tu vas être capable de te remettre dedans. Ça fait partie du jeu. Puis tu as quand même un peu de jeu d'esprit à faire autour de la table pour essayer de voir qui va aller où, puis c'est où je suis mieux d'aller. Je suis mieux de risquer un combat ou d'aller chercher une récompense plus petite, mais de l'avoir garantie, etc. Fait qu'un très très bon petit jeu. Pirates Cove. Ok, cool. J'ai jamais joué. Chaque fois, moi aussi quand j'ai commencé les Days of Wonder, c'était comme des jeux que j'achetais, tu sais. Puis chaque fois que j'allais dans ce temps-là, c'était comme au Renaud Bré qui vendait ça. C'était comme un des premiers jeux qu'il y avait. Là. Puis là, je voyais tout le temps la crique des pirates à quelque part. Puis là, je me disais, ça a l'air vraiment cool. Un moment donné, je vais l'acheter. Finalement, je l'ai jamais acheté. Mais ça, j'aimerais ça qu'il le réimplémente parce que je pense que c'est un jeu qui a sa place dans le domaine, mais moi, je l'ai encore. T'as encore ta copie, nice. J'ai encore ma copie que j'ai achetée genre en 2003-2004, mettons. Ça faisait pas très longtemps qu'il était sorti. Ok. Cool. Mon numéro 9, c'est un jeu il est encore trouvable, du moins le jeu de base est trouvable, puis ses extensions, je veux dire, récentes sont trouvables, mais c'est un jeu qui a tellement d'âge ou qui a tellement eu d'extensions, tellement de matériel, qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus trouvables dans cette gamme de jeux-là. Puis je parle de Legendary. Donc, le fameux deck building de... OK. De Marvel? Je dis Marvel, là, mais tu sais, le système. Le système Legendary d'Upper Deck. Le jeu de base est trouvable. Les extensions des 2-3 dernières années sont trouvables, mais si tu recules, c'est un jeu qui date de 2012. Il y a beaucoup d'extensions qui sont difficiles à trouver. Dark City, qui est une super bonne extension, qui est vraiment tough à trouver. Même les extensions, le X-Men, Secret War, commencent à être tough à trouver aujourd'hui, alors que c'est des super bonnes boîtes. Fait que tu sais, je trouve que la façon dont Upper Deck gère leurs affaires, c'est un peu bizarre. Puis même chose avec les Legendary Encounter. Tu sais, Alien, qui est comme, tu sais, un des meilleurs dans les Legendary Encounter, qui est comme plus trouvable nulle part, qui se vend à un prix quand même un peu plus haut sur le marché de l'usager à cause de la rareté. Fait que je comprends pas pourquoi ils reprintent pas Alien, pourquoi ils reprintent pas les extensions de Legendary Marvel. Parce que là, ils se concentrent sur des nouvelles. Ils viennent de sortir une extension de Legendary James Bond, qui est bien, mais qui n'est pas leur meilleur produit. Puis là, ils ont annoncé Legendary Matrix. Matrix, de nouveau. Fait que oui, il manque de constance. Ben, c'est ça. Fait que t'sais, en plus, pour un jeu qui marche encore beaucoup, parce qu'ils sortent quand même des nouveaux produits à chaque année. Je veux dire, le Legendary Marvel sort 4 extensions par année. Puis d'habitude, ils faisaient un spin-off aux 2 ans. Là. Ça ralentit un peu pendant la pandémie. Là, mais avant ça, on se souvient, on allait à Gen Con, il en sortait un. Puis quand on y retournait 2 ans plus tard, il en sortait un autre. Puis c'était comme, aux 2 ans, il sortait une nouvelle licence de Legendary. Fait que, il y en a quoi, au moins 8 des licences de Legendary. Ouais, il y en a pas mal. Fait que, tu sais, de regarder ce qui est pas disponible, puis de réimprimer ce qui est difficile à trouver, parce que c'est encore des jeux super populaires que les gens cherchent, puis ça leur permettrait d'en vendre un peu plus. Fait que Legendary, tout ce qui est hors d'impression, de réimprimer ça plus vite. Ouais. Dans mon cas, mon numéro 9, c'est un vœu pieux parce que c'est, je pense, techniquement impossible que ça se passe. Présentement, c'est un jeu d'un auteur que t'aimes beaucoup. Tu viens d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est cette semaine de publier une vidéo d'un jeu de cet auteur-là qui est Cory Konietzko. C'est le jeu Dead Angel Space Hulk, le jeu de cartes. OK. Fait que je pense que pour le truc SPG, il faudra que tu rentres dans l'autre sens. Space Hulk, Dead Angel, Card Game, quelque chose comme ça.
C'est un jeu, si ma mémoire est bonne, il est de 2009. 2010. 2010. Ouais. Je dois avoir joué à peu près dans ces années-là. J'avais joué quelques parties à l'époque, puis j'ai jamais rejoué. Puis là, il n'est pas trouvable aujourd'hui. Puis la raison pour laquelle je dis que c'est impossible à faire, c'est que c'était FFG qui le faisait dans le temps. Puis FFG n'ont plus les droits sur l'univers de Warhammer 40 000. Puis ce jeu-là, il est dans l'univers de Warhammer. Ouais, Game Workshop ont repris leurs droits. Game Workshop ont repris leurs droits, puis eux autres, Game Workshop, ils feront pas un jeu de cartes. Ils font des jeux de miniatures, puis des jeux de guerre, puis des jeux de combat, comme ça, des skirmish, puis des trucs comme ça. Il y a d'ailleurs Necromunda que je voulais nommer, mais finalement, il est déjà sorti, puis je suis tellement pour vous. Wow. Donc, qu'est-ce que c'est Warhammer Space Dead Angel, je veux dire, de Space Hulk. C'est un jeu, grosso modo, on est une équipe de Space Marines, là, c'est pour ceux qui connaissent l'univers de Warhammer 40 000. On rentre dans une espèce de vaisseau abandonné, tout pété. On se fait notre équipe en début de partie, c'est un jeu de cartes à la base, puis on essaie de traverser le vaisseau qui est représenté par une espèce de ligne de cartes. Là. Je vois avec des vieux souvenirs. Il va y avoir des ennemis de chaque côté de cette ligne-là, puis on va avoir à les tapocher. C'est un jeu extrêmement serré. C'est un jeu que, tu sais, il y a une ambiance un peu comme Alien, le premier film, justement. C'est un vaisseau plein de monstres qui nous tombent dessus. Il s'appelle du Weird, là, qui vient du Weird, si je ne me trompe pas, là, ou du Chaos, ou je sais pas quoi, là, dans l'univers de Warhammer 40 000, l'espèce de monde parallèle là, duquel les monstres sortent pour venir nous attaquer. Fait que ça, c'est un jeu très très difficile. C'est un jeu coopératif. Fait que lui il était dans le début de jeu coopératif, quand même en 2010, il n'y en avait pas tant que ça. C'est un jeu coopératif dans l'univers de Warhammer 40 000. Ça non plus, il n'y en a pas tant que ça. C'est un univers que j'adore, puis qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de société dans cet univers-là. Il y en avait quelques-uns à l'époque, des RPG de jeux de société, mais depuis Game Workshop et FFG se sont séparés, il y a eu des skirmish, là, Warhammer 40 000, Necromunda, Warhammer qui sont sortis, puis c'est tout. Fait que j'aimerais bien ça, voir ce jeu réapparaître, mais je pense pas que ça va arriver. Non, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est assez peu probable. Puis tu pouvais jouer, dans mon souvenir, tu pouvais jouer jusqu'à 5, 6, 7, là, tu pouvais jouer un gros nombre. Là. Il y a 1 à 6. Gang, à un moment donné, c'est ça. Tu pouvais être un gros. Puis c'est un petit jeu court, là, c'est genre 30-40 minutes, une partie, là, c'est pas super long. Fait que ça serait le fun. J'ai souvent essayé de le retrouver sur le marché usagé, mais il n'y a plus personne que ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est un jeu qui a fait des extensions ou... Peut-être, là, mais ça je pourrais pas dire. Moi, j'ai juste joué au jeu de base. S'il y a des extensions, je les connais pas. Parfait. Mon 8e, c'est un peu mon choix controversé. Puis c'est aussi un jeu de FFG du même auteur. J'y vais avec Battlestar Galactica. Eh oui, je le sais. Ils ont fait une version récemment. Des Unfathomable. Ouais, c'est ça, l'insondable. Donc, Battlestar, jeu de 2008, qui est basé sur la série télé. Là, bon, c'est une vieille série télé des années 70, mais qui a eu une nouvelle série au début des années 2000, là, 2003, 2004, là, dans ce coin-là. Fait que c'était un thème à la mode dans ce temps-là, parce que la nouvelle série était en train de jouer ou venait de finir, ou des trucs comme ça. C'est ça. Il y a eu l'année passée, ou le 2 ans, une réimplémentation qui est l'insondable, Unfathomable, qui est un jeu avec. Qui est ce système de jeu-là, mais repris dans l'univers Cthulhu. Puis honnêtement, ça me fait chier. Ça me fait chier qu'il ait gâché. Ben, gâché. Pour moi, ils ont gâché le reprint de Battlestar Galactica en changeant le thème. Parce que c'est un jeu qui est ultra thématique. Pour ceux qui ont déjà joué ou ceux qui connaissent l'univers, Battlestar Galactica, on joue une flotte de vaisseaux qui représentent les derniers vaisseaux de l'humanité. Là, parce que l'humanité est en voie d'extinction à cause que, évidemment, nos serviteurs robots se sont rebellés contre nous autres. Les robots, ça s'appelle des Cylons. Fait que les Cylons sont en train d'éteindre les humains et de prendre le contrôle de l'univers. Fait qu'on s'est comme poussé de la Terre avec une flotte de vaisseaux puis des vaisseaux civils, puis on est comme les derniers humains de la galaxie à se pousser d'eux autres pour essayer de ne pas être éteindu. Et c'est un jeu qui est en équipe. Fait qu'on a des humains, des Cylons, mais les Cylons sont infiltrés, un peu comme dans la série. Les Cylons, c'est des robots qui, en force d'étudier les humains, ils ont fini par créer des Cylons qui étaient capables d'imiter ce que les humains faisaient, puis de les infiltrer. Puis même des fois, il y avait des agents infiltrés qui ne savaient pas qu'ils étaient des Cylons, parce qu'ils avaient tellement avancé leur programme qu'ils étaient capables de répliquer les émotions des humains, puis comment les humains pensaient tout ça.
Fait que le jeu de société est basé là-dessus, basé sur ce principe-là. Fait que tu reçois ta carte d'allégeance au début, t'es soit un humain, soit un Cylon, mais à la moitié de la partie, on en reçoit une deuxième carte puis ça se pourrait que tu étais un agent endormi Cylon et que tu te révèles à la moitié de la partie. Fait que c'est toute cette dynamique-là qui va créer cette espèce de climat de suspicion. C'est un jeu qu'on joue des cartes de notre main pour faire des skill checks collectifs. Mais les cartes sont jouées cachées, puis là, si t'as pas mis les bonnes couleurs, ça va devenir négatif dans le skill check, des trucs comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont associées au thème de Battlestar, au climat de suspicion, le climat de paranoïa qui règne dans la série, le climat des Cylons infiltrés. Et j'ai trouvé qu'avec le thème Cthulhu, on le ressent beaucoup moins ça. Oui, mécaniquement, c'est la même affaire, mais je me sens moins impliqué. C'est des profonds que tu deviens dans le jeu, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je me sens comme moins impliqué, moins accroché au thème de l'insondable par rapport à Battlestar. C'est correct, les petits changements de règles qu'ils ont fait, ils ont essayé de simplifier le système, notamment la gestion des monstres et tout ça. Ils l'ont beaucoup simplifié dans Unfathomable. J'étais d'accord que Battlestar Galactica avait besoin d'un reprint parce que bon, il est plus trouvable, mais il y avait aussi besoin d'un petit brassage. Ouais, parce que son défaut, c'est qu'il est long. C'est ça, c'est comme des parties de 3-4 heures. C'est quand même une expérience qui est assez longue, assez intense. Fait que ça avait besoin d'un peu de primage, un peu de streamlining de certaines règles pour rendre ça un peu plus facile à gérer tout ça. Ça, c'est correct qu'il ait fait ça. Mais pour vrai, le changement de thème, pour moi, c'est méga turn-off dans Battlestar Galactica. Puis tu sais, je l'ai joué en Unfathomable, justement. Je voulais l'essayer pour voir puis comparer. Fait que pour moi, c'est une belle déception. Puis j'ai quand même espoir qu'un jour, on va revoir Battlestar Galactica. Si les fans de Battlestar sont assez hardcore, ils vont peut-être le refaire. Peut-être. Mon numéro 8, c'est le seul jeu de ma liste que j'ai jamais joué. Ok, c'est quand même drôle. Puis j'aimerais ça jouer. Fait que c'est pour ça que j'aimerais ça qu'il le réimplémente un jour. C'est Star Wars Queen's Gambit. Ah ben oui. Qui est... je suis pas sûr que je donnerais le statut de jeu légendaire, là, mais tu sais, il est connu pour ça. Là. Il est connu parce qu'il est pas trouvable. Là. Puis dans le fond, ça a l'air d'être un espèce de risque like. Là. Ouais. On a des troupes, on se tapoche dessus. C'est la fin de l'épisode 1. Ouais, c'est ça, c'est la fin de l'épisode 1. Fait que le plateau, il est littéralement en 3 dimensions avec la bataille entre les Obi-Wan, Qui-Gon puis Darth Maul. C'est une des 3 sections du plateau. T'as la reine qui infiltre le palais avec sa troupe rapprochée pour essayer d'aller arrêter les sénateurs méchants, comment ils s'appellent cette race-là, en tout cas, les espèces de marchands. Ouais, la Trade Confederation. La Trade Confederation, qui est sur le 3e plateau. Puis sur le premier plateau, c'est la bataille, là, les Gungans contre les robots. Ouais. Fait que tu gères tout ça en même temps. J'ai aucune idée comment ça se joue, c'est quoi le système de prise d'action, etc. Je sais qu'il y a des dés, des mini, que c'est en 3D, puis c'est une grosse affaire. On m'a souvent dit que ça ressemblait un petit peu au risque Star Wars, qui est également sur 3 plateaux, qui est la fin de l'épisode 6, où tu as le combat de Darth Vader, Luke, le combat dans l'espace, puis Han Solo et sa gang qui essaient de débloquer les boucliers, qui essaient d'abattre les boucliers pour pouvoir détruire l'étoile noire. Que le principe est similaire, mais c'est un jeu que j'aimerais bien essayer, dont j'ai beaucoup entendu parler. On l'avait vu une fois monter, je pense que c'était à Gen Con, mais on n'avait pas joué. Puis, j'aimerais bien qu'il réimprime ça là. J'ai pas vérifié c'était qui la compagnie qui le faisait initialement. C'était un de mes premiers choix, mais je l'avais mis haut dans la liste parce que lui, j'ai jamais joué. Fait qu'il est peut-être pas si bon que ça. Ouais, c'est juste pour le kick d'avoir toutes les figurines, le plateau 3D. Puis... Ouais, c'est ça, exactement. Qui a l'air quand même visuellement impressionnant. C'est un jeu, je pense, au début des années 2000. Il l'avait sorti juste un peu après le film. C'est 2000. Ouais, le film est en 99, puis ça a sorti en 2000 l'année d'après. Fait que, probablement qu'il aurait besoin d'un peaufinage de règles aussi. Bon, on va demander ça à son auteur, le bon vieux Rob Daviau. C'est Rob Daviau qui a fait ça. C'est un des auteurs. Ah bon, celle-là est bonne. Ben écoute, il travaille pour Restoration Games. Ben oui, ça fitterait. Là. Un jeu de 2000, ça a quand même 22 ans. Oui, puis c'est un jeu qui a sa réputation, là, que les gens, je pense qu'ils aimeraient ça, un reprint aussi. Ouais, c'est peut-être plus cher à avoir la licence Star Wars aujourd'hui qu'en 2000, par exemple. Probablement. Disney, d'après moi. Ouais, c'était ça serait cool. C'est ça. Ça là, j'aimerais bien ça l'essayer. Fait que voilà. Mon numéro 8, Star Wars Queen's Gambit. C'est drôle. Mais moi, mon numéro 7, c'est drôle parce que c'est aussi un jeu que j'ai jamais joué. OK.
C'est aussi un jeu dans l'univers de Star Wars. Ok. Moi, j'ai mis Star Wars Destiny. Ah ouais, déjà, j'y ai pensé, moi aussi, de mettre. Destiny, qui était comme un collectible card and dice game. Là. Fait qu'un genre de Ouais. Magic avec des cartes et des dés. Fait qu'il y avait, il y avait les deux. Fait que t'achetais ton booster pack, t'avais, je pense, 2 dés puis 4 cartes ou un affaire de même. Là. Euh, j'ai jamais joué à Destinies parce que c'était un collectible games. Puis que T'aurais vidé ton argent. je voulais pas me lancer là-dedans parce que j'ai déjà été un joueur de Magic au début de mon adolescence. Puis je passais tout mon argent de poche là-dedans. Oui, on a plus de contrôle aujourd'hui, mais pour ce genre de jeu-là, tu fais comme. Ah ouais, la nouvelle série sort, ok, ouais, je serais du genre à m'acheter 2 boîtes de booster, puis d'y aller quand même intense là-dedans. Fait que je voulais pas me lancer à fond là-dedans. Je savais que c'était un gameplay que j'aurais aimé, le matériel, le art des cartes, les dés, c'était vraiment à sa coche. C'était un jeu de Corey Konecki en plus, c'est comme un auteur, un de mes auteurs préférés. Euh, mais j'aimerais ça, une réimpression de Star Wars Destinies, mais avec le format LCG au lieu de Ouais. CCG. C'est ça, Tu j'embarquerais mettre plus, mettons. pour ça, où tu peux choisir les boîtes que tu achètes, qu'il n'y a plus de cartes rares, que Ouais, c'est si ça. tu veux te faire un deck avec tel bonhomme, tel bonhomme, tel Tout bonhomme, le tu monde vas a te les accès à acheter, tout. puis c'est tout, là. Le format Marvel Champion. Là. Ouais. Parce que ça a été une étoile filante, là, ce jeu-là. Il est sorti en 2016, puis en 2019-20, il annonçait la fin de la ligne. On tire à la plug, ouais, c'est ça. C'est un jeu qui a duré juste quelques années. Parce que, des jeux collectibles de même, je comprends qu'ils veulent fonder une espèce de communauté pour faire des tournois, des trucs comme ça, parce que c'est propice à ça. Parce qu'évidemment, la rareté, c'est souvent la carte forte. Fait que la carte forte est difficile à avoir, mais celui qui l'a, il peut bien performer dans les tournois, fait que des trucs comme ça. Mais, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est un système qui est tant viable aujourd'hui. Tu sais, oui, Magic marche comme ça depuis des années, mais Magic est rendu tellement gros, puis un fanbase tellement immense, que c'est quasiment impossible pour d'autres jeux d'aller compétitionner ça. Ouais, puis tu sais, il y a eu bien des jeux comme Doomtown ou Android Netrunner qui en a eu en masse des tournois puis des communautés puis qui sont en format LCG. Là. Ouais, c'est ça. Que tu sais ce que tu achètes avant de l'acheter. Là. Fait que j'aimerais vraiment qu'ils refassent ça, mais de laisser tomber le format de collection, d'achat impulsif de booster pour justement un format LCG, un peu comme qu'ils font avec Marvel Champion. Je suis sûr que Marvel Champion fait probablement plus d'argent que n'importe quel produit qu'ils ont jamais sorti. Fait que ce format-là est viable pour eux autres. Fait que je pense que ça vaudrait la peine. Ou il y aurait quoi explorer là. Fait que Star Wars Destinies, mon numéro 7. OK. Mon numéro, donc, on est rendu au numéro 7. Fait que mon numéro 7, c'est un jeu de 2006 qui est designé, si ma mémoire est bonne, c'est par la gang qui a fait La Guerre de l'Anneau, mais qui était publié par FFG. C'est un jeu qui s'appelle Marvel Heroes. Ah ouais, on a déjà joué une fois chez vous. Ouais. Puis ça, c'est un jeu qui est Marvel. C'est un jeu de Marvel avant Marvel. À cette époque-là, en 2006, Iron Man n'est pas sorti encore. Fait que c'est un jeu. Il y a eu les Spider-Man, les X-Men, puis Blade, puis je pense le premier des Fantastic Four qui était sorti. Ah ouais, plus les mauvais films du début des années 90. C'est celui avec les figurines genre HeroClix là, pré-peintes. C'est pas des HeroClix, mais c'est des figurines. Ah oui, c'est vrai, c'était pas des HeroClix. Ouais, c'était pas des HeroClix. Fait que lui, le principe, c'est un jeu qui était compétitif. Fait qu'on fallait ramasser des points de victoire. Tu choisissais ton scénario au début de la partie, fait que ça allait modifier des petites règles dans le jeu, fait que tu pouvais choisir le scénario House of M ou Genosha ou etc. Je ne me rappelle plus, là, j'ai plus le jour aujourd'hui, peut-être une dizaine de scénarios. Les figurines étaient pré-peintes, tu avais 4 équipes dans le jeu, tu avais les Marvel Knights, les Fantastic Four, les X-Men, puis les Avengers. Ouais. Donc, quand tu choisissais un groupe de héros, tu avais les 4 héros qui venaient avec, puis on devait se distribuer les vilains. Fait que si on jouait à 3, j'ai les Avengers, ben c'est quelqu'un d'autre qui va contrôler ce Red Skull. Là, toi, t'as les Fantastic Four, fait que c'est peut-être moi qui va contrôler Doctor Doom, puis l'autre, il y a les X-Men, fait qu'il y a quelqu'un qui contrôle Magneto. Puis l'idée, c'est qu'il y avait des espèces de crises qui poppaient un peu partout dans New York. Puis là, tu déplaçais ton équipe, tu avais une petite ressource qui était, je ne me rappelle plus trop quoi, mais qui était une forme de phylactère. Où là, tu déployais tes héros, puis tu disais, je vais envoyer Cyclope, puis Thor, s'occuper de telle crise, puis je vais envoyer Iron Man, s'occuper de telle autre crise, etc. Tu avais déjà à faire. C'était vraiment Marvel dans une boîte, parce que tu avais tes 4 figurines, puis
Tu avais donc 16 figurines, 4 vilains, mais tu avais un gros deck de cartes qui étaient des héros que tu pouvais jouer, des alliés que tu pouvais jouer. Tu pouvais mettre Black Panther en allié dans ton team, à peu près tous les héros de la boîte de Marvel. Puis quand toi, tu allais faire une crise quelque part, tous les autres joueurs, c'est le genre de jeu que tous les autres joueurs pouvaient jouer des cartes négatives contre toi. Fait qu'il y avait un aspect quand même assez take date. Mais vu que c'était l'univers de Marvel, ça fitait. On voulait quasiment qu'il y avait des affaires, parce que là, ça créait une espèce de narration dans le jeu, parce que tu disais, il y a du grabuge dans le coup, il dit parfait, fait que là, je vais envoyer Thor puis Iron Man, c'est une crise de niveau 4, mettons, mais niveau 4, ça veut dire qu'on va jeter 4 dés, puis là, c'était là le défaut du jeu, ça, il faudrait le corriger, puis les dés te donnaient des points d'exclamation, fait que si tu jettes 4 dés, c'était entre 0 et 8 points d'exclamation, mettons, puis les points d'exclamation, c'était la valeur des cartes qu'on pouvait jouer. Okay. Fait que si tu relais tes 4 dés et que tu pognais 6 points d'exclamation, c'était moi le premier joueur à ta gauche. Mais je disais, il y a Bullseye, il est là. Bullseye, c'est 3 points d'exclamation. Puis là, après, l'autre joueur après moi, il disait, Bullseye, il est avec Rhino. Il jouait la carte Rhino, c'est 2 points d'exclamation de plus. Puis l'autre, il disait, puis il y a une gang de ninjas qui arrive en arrière. Ça, c'est un autre point d'exclamation. Puis telle affaire. Puis là, il y en a un telle affaire qui bloque les pouvoirs de Thor. Fait que ça, c'est un autre 2 points d'exclamation. Puis le défaut du jeu, c'est que tu pouvais rouler 0 point d'exclamation. Fait qu'on pouvait rien faire. Puis c'est bon, mais j'ai réussi la crise. Ou tu t'envoies juste un, fait que je t'envoie. T'arrives avec Iron Man plus tard, puis je t'envoie. Je sais pas. 2 ninjas de la main. Ouais, c'est ça. Là, fait que là, tu t'en fais. Tu sais, il y a un travail de réédition à faire, puis d'équilibre à faire dans le jeu, mais le jeu était quand même très bien à faire, puis il serait le fun à rééditer. Le board est tellement laid. Ouais, le board était super laid. C'était New York qui était séparé avec des gros spots de couleurs. Là. Mais les mini étaient très cool, puis les cartes, le art des cartes étaient très cool. Ouais, les mini prépeintes, c'est quand même malade là, quand tu y penses. Ouais, en effet. Super. On est rendu au numéro 6. Moi, c'est un jeu de 2015, fait que c'est quand même pas un jeu si vieux que ça. C'est un jeu qui s'appelle Elysium. Okay. Qui est un jeu de Space Cowboy, dans les premiers jeux de Space Cowboy. Donc, c'est un jeu mythologie grecque. On va choisir un certain nombre de dieux pour la partie. Chaque dieu a un paquet de cartes. Fait qu'on va comme un peu smasher ces paquets de cartes-là ensemble pour créer notre pioche. Puis c'est un jeu de draft avec un petit aspect gestion de ressources aussi. Là. On va essayer de ramasser les cartes, on va essayer de les jouer pour faire leurs différents effets. On va essayer de se construire un tableau de cartes devant nous. Puis quand on va placer des cartes dans notre zone active, on va évidemment avoir les pouvoirs de ces cartes-là. Mais c'est un jeu que le but, c'est d'écrire notre légende. Fait qu'il va falloir aller faire des actions qui vont nous permettre de prendre une carte qu'on a jouée puis de l'emmener dans notre légende. Ça veut dire que cette carte-là est comme morte. On peut plus utiliser son pouvoir. Mais c'est seulement quand on va avoir des cartes dans la légende qu'elles vont scorer. Fait que là, il faut trouver l'équilibre. Quand je veux descendre cette carte-là, parce que j'ai plus besoin de son pouvoir, je pourrais plus utiliser son pouvoir quand je vais la descendre pour pouvoir la scorer. Mais si je descends jamais mes cartes, je ne scorerai pas. Puis tu peux pas faire cette action-là. Cette action-là, tu peux la faire un certain nombre de fois. Fait que là, faut s'y aller comme graduellement pendant la partie. C'était vraiment cool pour vrai. T'avais un système de draft avec 4 colonnes de couleurs. Fait que là, à chaque fois que tu draftais une carte, les cartes coûtaient rien en fait. Les cartes avaient des symboles des différentes couleurs. Puis quand tu draftais une carte, il fallait que tu aies encore la colonne de cette couleur-là. Mais après que tu aies drafté une carte, tu défaussais une de tes colonnes. Fait que là, c'était à toi de gérer dans quel ordre je veux drafter mes cartes ou dans quel ordre je veux défausser mes colonnes pour justement avoir les cartes que j'ai besoin. Puis de regarder aussi ce que les autres joueurs. Lui, il a défaussé sa colonne jaune déjà. Fait que tu sais, la carte jaune que je veux, je suis pas pressé de la prendre parce que l'autre joueur peut plus la prendre, il a plus sa colonne jaune. Fait que c'était un jeu de draft qui était quand même assez malin, puis qu'il fallait vraiment que tu regardes ce qui se passait autour de la table, que tu regardes ce que tes adversaires ont besoin pour justement essayer de les bloquer ou essayer de voir avec les colonnes qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre comme carte. Fait que c'était vraiment super intéressant. Le visuel était fantastique dans ce jeu-là. Chaque deck de cartes, je pense, était fait par un artiste différent, où il y avait plusieurs artistes qui avaient travaillé sur le jeu. Donc, visuellement, il était vraiment, vraiment très beau. C'est un jeu, ça aurait été facile de faire des extensions, là, parce que c'est un jeu que dans une partie, je pense que tu utilises 5 paquets de dieux. Je pense qu'il y en avait 8 dans la boîte de base. Fait que là, tu en prenais 5 des 8 et mélangeais, tu faisais ta partie. Ça aurait été facile de faire une extension. Voici 5 nouveaux dieux. Voici les dieux romains. Voici les dieux nordiques. C'était-tu grec, la thématique? Ouais, c'était grec. Même si tu restes dans la mythologie grecque, peut-être t'en as 8, là, il en reste 3-4. Ouais, c'est ça. Puis j'avais déjà lu un article des auteurs, justement,
qui sont Matthew Dunstan puis Brett Gilbert, qui font souvent des jeux ensemble. Puis il avait dit à un moment donné qu'ils avaient une extension de prête, je pense qu'il y avait comme justement quelque chose comme 4 nouveaux duos, des trucs comme ça. Ils avaient travaillé sur une extension, étaient prête, puis finalement l'éditeur a un peu tiré la plug sur ce jeu-là. Puis l'extension n'a jamais vu le jour. Donc je trouve ça triste, parce que c'était un bon jeu qui était quand même simple à prendre en main, mais qui avait une belle profondeur, la rejouabilité avec les différents paquets de cartes, c'était très cool aussi. Je le possède encore. C'est ça, je me demandais, faudrait que tu me fasses rejouer. Parce que moi, j'ai joué juste une fois, puis ça n'a pas été une super bonne expérience. Ah, puis il était tard quand on avait joué. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est mon Terra Mystica, mon Diane. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce qu'on avait joué une fois chez toi à la fin d'une journée de jeu qu'on avait organisée chez toi, puis on l'a installé, il devait être 2h du matin. Ouais, c'est ça. C'est un jeu que tu as accès à beaucoup de cartes en partant à chaque manche. Fait que si t'es pas très concentré ou t'es fatigué, ça va être difficile parce qu'il faut que tu lises toutes les cartes, faut que tu vois qu'est-ce que t'as besoin. Ouais, tantôt, quand tu résumais de comment ça fonctionnait, j'étais là, j'avais rien compris de ça. Voilà. Fait que non, une belle dynamique, un beau jeu qui était vraiment le fun. Elysium, j'aimerais ça que ça ait une réédition puis qui nous sorte l'extension, qui remette ça un peu au goût du jour. Il pourrait même sortir des boîtes. Tu sais, c'est un système qui pourrait sortir des boîtes de différents panthéons, puis ça pourrait tout se mélanger ensemble. Fait que c'est un système qui avait un énorme potentiel. Puis ça serait cool de voir un reprint de ça. Alright. Mon 6e choix, ça va être mon équivalent pour toi de Battlestar Galactica. Oh. C'est un jeu qui a été réédité il y a quelques années, mais en changeant la thématique, puis je trouve ça dommage parce que la thématique originale, il n'y en a presque pas des bons jeux de société dans cette thématique-là. C'est Shadowrun Crossfire. Ah ouais. Ils l'ont réédité dans Dragonfire, qui est le même jeu, mais dans une version donjon dragonesque. Puis là, ils ont sorti des expansions, puis plein d'affaires sur le site pour Dragonfire, que je trouve dommage, parce qu'ils ont comme arrêté le support de Crossfire. C'est Catalyst qui s'occupe de ça. Ouais. Catalyst qui est une compagnie très inégale, un peu comme tu disais tantôt, comme Upper Deck, dans leur façon de gérer leur jeu, le service à la clientèle, c'est pas super bon. Catalyst. Leur ligne de produits. Leur ligne de produits, tu sais, les livres de Shadowrun, c'est réputé qu'une édition est bonne, puis l'autre d'après est mauvaise. Mais tu sais, Shadowrun, c'est un univers qui a pas beaucoup de jeux de société qui existent. Il y en a juste quelques-uns. Puis celui-là, ce n'était un bon. C'est un concept quand même original qui n'a pas tant été exploité que ça dans le jeu de société. C'est-à-dire que c'était pas un jeu de campagne, mais c'est un jeu que tu pouvais garder le même personnage ou le même héros, si tu veux, entre les parties pour le faire progresser. Ce qui était très thématique dans l'univers de Shadowrun, parce que c'était comme si on obtient différents contrats. Fait que je choisis c'est quoi le prochain contrat qu'on fait. Si on réussit, on fait une coupe de nouyennes, puis 2-3 points d'expérience, puis on peut améliorer notre runner. C'est un système de deck building qui était aussi assez particulier, où il fallait grosso modo battre des ennemis en jouant certains icônes dans un ordre précis pour abaisser les défenses de l'ennemi puis éventuellement l'éliminer en jouant le dernier icône. C'est un jeu que tu avais besoin de la collaboration de tout le monde. C'est un jeu coopératif. Tu avais besoin que tout le monde participe et fasse sa part. C'est un jeu où les joueurs faisaient différents rôles. Fait que le mage se jouait pas comme le decker, qui se jouait pas contre le street samurai, puis ainsi de suite. Puis c'est un deck building à la base. Fait que tu partais avec une petite main de cartes, puis avec les nouyennes que tu faisais en éliminant les ennemis, ben, tu pouvais t'acheter des nouvelles cartes que tu rajoutes à ton deck. C'était pas un jeu que tu achetais beaucoup de cartes dans une partie. Mais c'est un très très bon deck building coopératif. Il était très puzzle comme jeu. Oui, il était très puzzle. Il fallait que tu réfléchisses puis tu te dises, OK, là, si moi je joue telle carte, je peux enlever le premier icône. Fait que là, toi, il faudrait que tu fasses telle affaire à ton tour pour enlever les deux autres. Après, on va pouvoir bloquer son attaque pendant un tour, puis le tour d'après, on va pouvoir l'éliminer. Ça va faire ton argent. Là, il y a tel autre qui arrive, etc. C'est un jeu extrêmement difficile et casse-tête, mais qui était super bon, puis qui est aujourd'hui malheureusement difficile à trouver parce qu'ils ont décidé d'aller vers la ligne Dragonfire. Ouais, c'est ça. Ils se sont dit que D&D était un peu plus populaire que Shadowrun. C'est dommage parce que dans celui de D&D, là, ils ont sorti des équipements, des lieux, un système plus de campagne, etc. Tandis que dans Shadowrun, ils ont sorti à un moment donné un pack avec 2-3 bonhommes de plus, puis c'est tout. Là. Le grinding dans ce jeu-là, c'était interminable. Ah, c'était long. Il fallait que t'aimes ça pour jouer souvent. Puis c'est pour ça que je disais dans un... Tu sais, quand on parlait tantôt de reprint, lui, c'en est un que... OK, si tu fais un reprint un jour de Shadowrun Crossfire, profite-en pour juste ajouter un petit niveau de grinding. Tu sais, où ça va me prendre peut-être 3-4 parties avant de m'acheter un point. 15, là. Pas 15 avant d'acheter mon première affaire, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Bon Mon choix. numéro 6, c'est Shadowrun Crossfire. Ouais, bon choix. Mon numéro 5, c'est un jeu euro qui avait une super belle thématique originale que j'ai pas vu souvent dans les jeux de société. Fait que je trouverais ça cool que ça revienne. C'est le jeu Shakespeare. Ah, ouais. C'est un jeu de Hystary Games. Je sais même pas s'il existe encore aujourd'hui. Hystary Games, je sais pas. C'était ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. Mais c'est Tu quand vois, même il y a un. Ah, vas-y. c'est un jeu de 2015, Shakespeare. Fait que, c'est comme dans l'heure plus récent que j'ai joué, en tout cas. Je dirais pas que j'ai joué à des jeux d'Hystary plus récents que ça. Fait que c'est un jeu à thématique théâtre. Donc, on va organiser une pièce de théâtre. C'est un jeu de placement d'ouvriers. C'est un jeu que fallait que tu mises le nombre d'ouvriers que tu voulais utiliser dans la manche, mais ça allait sous-déterminer l'initiative des joueurs. Fait que plus tu voulais faire d'action, plus tu allais jouer en dernier. Moins tu voulais faire d'action, plus tu allais jouer en premier. Fait que c'était comme une espèce de bid avec tes ouvriers puis ton nombre d'actions pour savoir qui allait jouer en premier. Puis c'est un jeu que fallait que tu ailles recruter des acteurs, fallait que tu ailles recruter des personnes au costume, fallait que tu construises tes décors pour mettre sur ton plateau qui était des petites tuiles de couleur, puis tu avais des petits patterns à faire pour essayer de faire des points avec ça. T'allais recruter, c'est ça, t'allais recruter des différents personnages que tu ajoutais dans ton tableau de cartes qui te donnent accès à des nouvelles affaires, des nouvelles actions. T'avais des actions sur le board principal, t'avais des pistes sur lesquelles il fallait avancer. Pour les costumes, pour les pratiques, il fallait que tu pratiques ta pièce de théâtre à certains endroits après chaque ronde. Fait que si t'étais pas assez loin sur les pistes et que t'as pas assez pratiqué, fait que t'avais des petites pénalités qui étaient là. C'était vraiment très cool comme jeu. Puis la thématique était très accrocheuse. Puis je trouvais justement que c'était une thématique qui était rafraîchissante dans un jeu de style euro, d'avoir de quoi d'associer au domaine du théâtre. C'est vraiment très cool comme jeu. T'as-tu déjà joué? Non, j'ai jamais joué. La façon dont tu le décris, ça me fait penser un petit peu mécaniquement à Fresco. Ouais, ok. Je sais pas si tu as déjà joué à Fresco. J'ai jamais joué, mais lui, c'est des peintures, non? C'est des peintures que tu fais, puis il y a le même principe que le matin, tu décides à quelle heure tu lèves tes ouvriers. Fait que plus tu les lèves tôt, plus tu joues vite, mais moins tu as d'action, parce qu'ils sont comme fâchés. C'est de faire la même. Ouais. Fait que non, Shakespeare, j'avais joué une fois avec des amis qui l'avaient. Puis, c'est un jeu que je mettrais dans ma collection justement parce que je trouve que c'est un thème qui est le fun. Puis si t'as des amis justement qui trippent théâtre puis tu veux les emmener dans le jeu de société, ça peut être une belle porte pour ça. C'était pas un jeu qui était hyper compliqué quand même, là, mais c'était intéressant les choix que tu avais à faire, ta construction de tableau, la construction de tes décors, ton plateau, tout ça. Fait que non, c'était très cool. Shakespeare, ce serait cool une réédition. Pas nécessairement par Hystary Games, mais peut-être que quelqu'un pourrait faire une plus belle version pimpée de tout ça. Ouais, mais moi, il y avait un jeu que j'aurais mis si Roxley Games venait pas de le refaire, mais ils viennent de reprendre les droits de Metropolis pour les refaire, qui est un jeu de Hystary à l'époque. Fait que je sais pas, il se passe quoi avec Hystary du temps. Voilà. Alright. Shakespeare, mon numéro 5. Bon choix. Mon cinquième choix, c'est déjà mon troisième jeu de FFG. Puis, spoiler alert, c'est pas mon dernier. C'est un jeu qui a déjà 2 éditions qui existent. La deuxième édition date d'une bonne dizaine d'années déjà. Ok, il serait dû pour une troisième édition, c'est Battle Lore. Okay. Battle Lore, dans le fond, c'est un mémoire 44, mais dans un univers fantastique. Ouais, la première édition est en 2006, puis la deuxième en 2013. C'est ça. Fait qu'on est dû là, pour une troisième édition. Parce que Battle Lore, c'était le genre de jeu comme Mémoire 44. Fait que tu pars avec une armée de chaque côté, puis tu vas jouer des cartes pour déployer tes armées. Mais lui, il y avait un aspect que tu pouvais construire ton armée en début de partie. Mémoire 44 peut avoir quelque chose de similaire si tu as plein d'extensions. Puis, fait que c'était le fun de cette espèce de côté-là, justement, un petit peu D&D, où tu pouvais être un peu plus flyé que dans Mémoire 44 parce que tu es dans un univers fantastique. Fait que tu peux avoir des unités qui volent, puis qui atterrissent à telle place, qui lancent, qui charment l'adversaire pour les faire attaquer entre eux. T'sais. Plein d'effets de sorts, de sortilèges, d'effets spéciaux que tu ne trouveras pas nécessairement dans Mémoire 44, qui étaient plus tactiques puis moins... Ouais, il était plus réaliste, c'est pas fantastique. Ouais, il était plus réaliste, donc peut-être plus axé, parce que les deux jeux étaient très tactiques quand même, mais ça ressemble beaucoup mécaniquement, ça ressemble beaucoup, mais au niveau du feeling, mon 44 m'a toujours donné l'impression d'être très très tactique militaire. Puis Battle Lore, que j'avais joué à l'époque, me donnait l'impression d'être un petit peu plus justement fantaisiste, puis avec des affaires un petit peu plus folles qui pouvaient arriver sur le plateau de jeu, étant donné que tu es dans un univers fantastique. Puis là, le problème, c'est qu'il se trouve
pas si difficilement que ça sur en marché secondaire aujourd'hui, là, de seconde main. Le problème, c'est que les gens qui le vendent, c'est un jeu qui avait beaucoup, beaucoup d'extensions à l'époque. Puis tu peux te bâtir des armées, tu sais, si je voulais avoir des griffons, puis des dragons, puis des orques, puis des nains, puis des trolls, des elfes, tu peux tout acheter ça, puis mettre ça dans ton armée. Mais le problème, c'est que là, si tu veux acheter ça, il y a quelqu'un qui dit ah, je me débarrasse de mon Battle Lore, fait que j'ai 372 000 extensions, j'ai 42 millions de bonhommes, fait que je te fais un prix à 850. Fait que, tu sais, j'aimerais ça qu'on puisse repartir une édition, streamliner un petit peu le jeu, puis que je puisse dire je vais acheter la boîte de base, puis de temps en temps, j'achèterai une extension pour partir avec un prix qui est décent là, pour commencer dans le jeu, parce que j'aimais pas assez ça pour pouvoir mettre 800 dedans. Mais quelqu'un qui a une boîte de base à vendre de Battle Lore, ça n'existe plus. Ah, c'est ça. Fait que celui qui a la boîte de base va avoir 300 extensions, puis il ne voudra pas vendre juste sa boîte de base. Ouais, ça, c'est le genre de jeu. Ils sortent un pack, t'as la figurine plus les c'est cartes. Ça, puis une coupe de cartes, puis tu vas avoir des bouts d'armée. Comme Mémoire 44, ils font, on vend la bataille je sais pas moi, en Afrique du Nord, qui s'est passée à telle année. Fait que là, tu as des nouvelles troupes, des nouvelles armées. On vend le pack avec les avions qui vont bombarder. Tu peux acheter ça dans tes batailles. On vend un bateau, tu peux acheter ça. C'est le même principe. C'est juste qu'il y en a encore beaucoup, puis Mémoire 44, lui, il est encore supporté. Fait que, il y a encore des choses que tu peux trouver. Ils vont rééditer de temps en temps, ils vont réimprimer des affaires. Ils ont sorti il n'y a pas longtemps les packs Equipment, puis les packs, je sais pas quoi, les avions, justement, bombardement, etc., qui est revenu en magasin il n'y a pas si longtemps. On pouvait se le procurer. Fait que tu peux encore trouver des trucs de Mémoire 44 à gauche à droite, mais Battle Lore, il n'y a rien à faire. Fait que j'aimerais ça qu'ils reviennent. Édition de Battle Lore. Cool. Excellent choix. Ça a l'air le fun, pour eux. Si t'as Mémoire 44, c'est sûr que t'as une Battle Lore. Ça, c'est à peu près le même système. Skirmish Fantasy, ouais. C'est cool. Ouais, c'est ça. Numéro 4, c'est un jeu de. Mon deuxième jeu de Days of Wonder. Okay. C'est drôle parce qu'il y a une réimpression qui sera plus disponible. C'est Colosseum. La version de TMG, ouais, sont en train de mourir, les TMG. Ben, les TMG sont morts. C'est ça. C'est un jeu de 2007 qui a été édité par Days of Wonder. C'est l'édition que je possède encore. Puis en 2000, peut-être 2016-17, ouais, il y a eu une nouvelle édition par TMG. Mais TMG viennent de faire faillite dans la dernière année. Fait que c'est ça. Mais la nouvelle édition de TMG, elle m'avait comme pas excité. Niveau matériel, niveau visuel, je trouvais qu'elle était moins hot que la version originale de Days of Wonder, qui était celle que j'avais. Donc, avec le gros plateau, puis tout ça, puis les gros bonhommes là, qui représentaient les sénateurs, puis tout ça en bois, c'était vraiment cool. L'empereur, là, les couleurs, ouais, c'est ça. Fait que, bref. Colosseum, c'est un jeu où on est des impresarios romains, fait qu'on va organiser des spectacles au Colisée de Rome. Avec des spectacles de gladiateurs, des combats d'animaux, un cirque, je sais pas trop, des bateaux. Bref, il y a plein d'affaires. Puis dans le fond, c'est un jeu un peu de set collecting, si on veut, là, avec un petit côté enchère, un peu de négociation. Parce qu'on va faire une phase de marché dans laquelle on va acheter des tuiles. Dans le fond, les tuiles, c'est les éléments pour les spectacles. Fait que, tu sais, les tuiles rouges, c'est les gladiateurs. Tu peux acheter des tuiles de décor, des petites plantes. Ah, puis t'en as pas 4-5, là. T'en as genre 20, là, des sortes de tuiles. Là. Ah, il y en a Peut-être plusieurs. pas 20, mais t'en as une dizaine. Peut-être, ou une dizaine. Ouais, t'en as beaucoup, là. T'as les bateaux, les animaux. T'as les éléments de décor. C'est ça. C'est représenté par les tuiles de couleur, avec le petit dessin dessus. Fait qu'on va au marché. À chaque marché, il y a comme 3 tuiles de couleur. Fait qu'on va faire une enchère pour aller magasiner des éléments de spectacle. Puis après ça, on peut aussi négocier avec les autres joueurs. Fait qu'on pourrait. Ah ben moi j'ai besoin d'un gladiateur. Ok, ben moi j'en ai un de trop, je te le vends 3$ ou des trucs comme ça. Ou je te l'échange contre ton bateau que t'as pas de besoin. C'est ça. Fait que tu peux négocier, échanger avec les autres joueurs. Fait que faut aimer ce style-là pour ça. Puis après ça, on va pouvoir acheter des spectacles. Fait que là, tu vas acheter un spectacle. Ce spectacle-là vaut 20 points. Puis pour le faire, ça te prend 3 gladiateurs, 2 animaux, un bateau, des trucs comme ça. Puis tu vas pouvoir augmenter ou upgrader ton arène. Fait que ton arène peut grossir. Tu vas racheter des tuiles à ton arène. Tu vas racheter des zones VIP avec des spectateurs ou des trucs comme ça, des spectateurs automatiques. Puis après ça, on va comme faire la phase où on fait chacun un spectacle. Fait que là, chacun. Okay, moi, je fais tel spectacle, j'ai tel élément, puis j'ai tel spectacle. Fait que je peux le faire. Je fais tant de points. Fait qu'on met tes points, tout ça. Puis c'est un jeu que j'aime le système de scoring parce qu'il est différent de ce qui se fait
c'est pas un jeu que tu accumules les points de victoire. C'est le jeu que ton meilleur spectacle, ça va être ton score. Fait que si au premier tour, tu fais un spectacle de 15, ben t'as 15 points. Mais au deuxième tour, si tu fais un spectacle de 22, mais tu montes à 22 points. Tu fais pas 22 points. Ouais. Puis c'est pas rare. Là. Souvent, tu vas essayer de te préparer pour scorer ton dernier spectacle, pour que ce soit le meilleur, mais j'ai vu bien des joueurs gagner avec leur 4e spectacle et non le 5e parce que c'est un jeu qui joue sur 5 tours de jeu. Fait que j'ai vu bien des joueurs faire réussir finalement, juste manquer de justesse leur 5e spectacle puis réussir que c'est le 4e qui a été le score final. Là. Ouais, c'est ça. Puis il y a une piste qui se promène tout autour du board avec des personnages comme le sénateur, l'empereur, tout ça. Puis quand on leur lance des dés pour les faire avancer, dans le fond, puis quand ils sont dans ton arène, ben, ils vont te donner un bonus de spectateur parce que t'as quelqu'un de prestigieux qui vient voir ce qui se passe là. Ouais, ça, il y a un aspect roll and move, mais sur lequel tu as un certain contrôle. Ouais, c'est ça, on pourrait jouer des affaires pour les manipuler un petit peu. Si t'as beaucoup d'éléments de spectacle pareil, tu vas avoir aussi une vedette qui va te donner des bonus ou des trucs comme ça. C'est ça. Fait que c'était vraiment cool comme jeu. Pour vrai, je l'ai encore. C'est un jeu que j'ai encore j'aurais encore le goût d'y jouer. Je pense que c'est un jeu qui se tient encore aujourd'hui. Ouais. Mais il y a une petite règle qui est à changer, là, mais sinon il fonctionne très bien. Laquelle changerait? La règle de négociation. Okay. Dans le jeu original, c'est qu'il faut négocier à tour de rôle. Mm-hmm. Quand c'est mon tour de jeu, je déclenche une négociation. Hey, moi j'ai tel guerrier de trop, j'aurais besoin de 2 bateaux. Toi, t'as-tu 2 bateaux? Fait que c'est très très long. Moi j'ai toujours joué que tout le monde négocie. OK, on part la phase de négociation. On donne un 8 minutes, puis là tout le monde négocie en même temps. Ah ouais, c'est sûr que c'est mieux de même. Ça dépend des goûts, là. C'est juste au niveau du pace du jeu, là, du rythme du jeu. J'ai toujours trouvé que ça fonctionne un petit peu mieux de même. Fait Colossia, j'aimerais bien ça que ça revienne avec une nouvelle édition. Je trouve ça triste que Days of Wonder le fasse pas eux autres mêmes. Parce qu'ils étaient déjà super belles. Ouais, ça fait des années que c'est Asmodée, mais à part nous sortir des tickets to ride là, tous les années, le donner à la sortie, c'était pas si excitant que ça. Puis ils font quand même un ticket to ride à chaque année. Fait que maintenant, mais en même temps, s'ils font de l'argent en fou avec ticket to ride, ce serait fou de pas en sortir. C'est ça. C'est un peu triste parce que Colosseum, c'est vraiment très cool. Ouais. Bon, c'est un bon choix. Fait qu'en numéro 4, donc, c'est un jeu de Queen Games. Pas Queen, mais Quind. Du même auteur que Carnegie, qui vient de sortir. Puis qui est à peu près plus trouvable aujourd'hui. C'est un jeu qui s'appelle Carson City. Que la dernière fois qu'ils l'ont édité, il a été disponible via une campagne Kickstarter où il avait fait une espèce de Big Box avec plein d'extensions. Big Box en 2015, puis le jeu de base en 2009. C'est ça. Puis là, il a été, pendant quelques années, il a été un peu trouvable parce que fallait que tu achètes le Big Box, par exemple. Un jeu de base, c'était plus trouvable parce que si je me trompe pas, même dans la campagne Kickstarter, moi c'est comme ça que je me l'étais procuré, puis même dans la campagne Kickstarter, tu pouvais pas acheter juste une boîte de base. Puis là, ils ont fait entre-temps une version de jeu de cartes que j'ai jamais essayé, qui est Carson City The Card Game. Mais bref, Carson City, c'est un énorme jeu euro avec plusieurs extensions modulaires que tu peux ajouter. C'est un jeu euro qui a du take date, qui est rare. C'est un placement d'ouvrier, en fait, qui a quand même un bon aspect de take date. Parce que c'est un des rares placements d'ouvrier que tes cases ne sont pas nécessairement barrées une fois que tu t'en vas dessus. C'est un jeu western, fait que si je prends telle case d'action, ben toi tu peux toujours venir sur la même case que moi, puis on va faire un duel, puis on va se tirer dessus. Tu sais. Si tu réussis à gagner ton duel, il va falloir que je me tasse de là. Parce que lui, son système de prise d'action, c'est que le plateau il est vraiment fait en 2 parties. Tu as une partie qui représente Carson City, fait que c'est toutes des cases vides au début, tu as genre la petite mairie pour commencer, si ma mémoire est bonne. Puis tu vas choisir un côté de plateau, fait que tu peux avoir une rivière qui passe, qui bloque plus ou moins le chemin, puis tu as une deuxième piste qui est en haut du plateau, qui sont les actions à prendre en tant que telles. Fait que tu vas placer tes cowboys sur les actions que tu vas faire, ou tu vas placer tes cowboys pour acheter des lots dans le bas. Puis quand tous les cowboys vont être placés, on va prendre la piste d'action qui est numérotée, tu pars du plus petit chiffre, puis là tu t'en vas jusqu'au plus gros. Fait que tu vas faire les actions dans cet ordre-là. On prend toutes les cases, on les passe une par une, puis s'il y a un cowboy dessus, ben on l'enlève, il récupère son cowboy, puis il fait l'action qui est dessus.
Puis c'est pour ça que quand tu places un cowboy pour prendre l'action, tu n'apprendras pas tout de suite. Fait que moi, mon tour de jeu, je peux décider d'aller sur la case que toi, tu as pris. Pour te bumper. Si je réussis à te déloger, ben, quand on va faire la phase de résolution des actions, ben, c'est moi qui vais la faire l'action, c'est pas toi. Fait qu'il peut être assez dans ta face comme jeu. Puis là, tu as des mécaniques où tu peux ramasser des balles qui vont donner des bonus sur ton jet de dés. Fait que c'est un jet d'euro. C'est un jeu très, très, très euro, très, très, très tactique, mais tu as quand même une petite partie aléatoire parce que je prends une chance, on va tirer un D6 puis c'est le plus haut qui gagne. Okay. C'est juste que si moi j'ai construit des ranchs puis j'ai plein de cowboys puis j'ai des balles, je vais avoir des bonus sur mon D6. Si j'ai un D6 plus 4 puis toi un D6 plus 1, je peux être dangereux à cause de ça, sauf que si j'ai pris cette voie-là de construire cet aspect-là, ben, il y a d'autres choses que j'ai pas faites dans le jeu. Le système, tu fais ton argent, il est intéressant. Le système, tu vas construire les buildings en ville. On va faire grandir la ville de Carson City. Tu vas essayer de placer des mines adjacentes à des montagnes. Tu vas essayer de placer ton saloon proche de bâtiments de population, des trucs comme ça. Il y a un aspect que les buildings vont créer des combinaisons entre elles. Tu as plein d'extensions que tu peux ajouter, les chevaux. Tu te choisis un personnage au début de chaque tour de jeu qui va te donner un bonus pour le tour de jeu, le nombre d'argent que tu peux garder entre les tours, par exemple, etc. C'est un jeu qui se joue sur 6 tours de jeu. C'est un jeu extrêmement serré, extrêmement tendu, qui a un aspect de take-that, mais qui n'est pas, selon moi, trop punitif, parce que tu vas gagner un petit bonus quand tu te fais bumper de quelque part en contrepartie. Fait que bref, c'est ça. Je trouve ça super. C'est un excellent, excellent jeu. C'est un de mes euros préférés. La dernière fois qu'on avait fait notre top 10, il était 6-7e, 7-8e. Il était vraiment très, très, très haut. T'as-tu rejoué depuis? Oui. Okay. J'ai joué au moins 2 fois depuis qu'on a fait le top 10. C'est juste que c'est pas un jeu comme les gros euros, un peu comme Anachronie, comme les plus gros euros. Il est pas facile à sortir. Puis en plus, il y a un aspect de take-that. C'est pas tout le monde qui aime ça dans les jeux. Ouais, c'est ça. Ça fait un mélange un peu weird. Ouais. Mais moi, je le trouve excellent. Puis donc voilà, Carson City, c'est mon numéro 4. C'est vers ça qu'il les ramène. Peut-être une version plus accessible. C'est pas obligé de refaire le gros. Parce que j'ai regardé sur le site là, de Queen Games avant qu'on fasse le top. Il est out of stock, là, mais il est 120 €. Les big box. Fais-moi un jeu, juste le jeu de base, là, à 70$, mettons, pour qu'il soit. Redonne un accès au jeu, puis après, tu sortiras des extensions pour des grosses affaires. Voilà. OK. Numéro 3. Premier crossover. Oh, c'est lequel? J'ai mis Queen's Gambit. Ah ouais. Le jeu de Star Wars, là, évidemment. C'était un jeu d'Avalon Hill / Hasbro. OK. Fait que c'était vraiment du gros mass market. Mais ça pourrait fitter avec Restoration Game, qui a fait beaucoup de restauration de jeux de mass market. D'ailleurs, Unmatch était à la base un jeu de Star Wars. Ouais, c'était Star Wars Epic Duel. Epic Duel, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que Queen's Gambit, le jeu de Star Wars, je pense que c'est pour... oui, Risk Star Wars, qui est sorti, je pense, en 2015, était inspiré du système d'action de Queen's Gambit. Juste l'effet plateau 3D, les figurines, ces 3 théâtres de combat différents. Je trouve qu'il y a un effet wow que Risk Star Wars n'avait pas. T'sais. Non. Fait que pour cette raison-là, j'aimerais que ça soit une réimpression de ce jeu-là avec ce genre de matériel-là. Par contre, je te dirais qu'aujourd'hui, si exemple Restoration Game voudrait faire ce jeu-là, c'est une affaire qui va sortir à 200$, là, par exemple. Oh, ça va être malade, le stock qu'ils vont mettre là-dedans. Là. C'est ça. Tu sais, l'affaire avec la bille là, qui tombe du volcan. Ouais, c'est ça. Ils l'ont fait à 150, puis c'est un jeu pour enfants. C'est ça. Fait que faut s'attendre à ça aujourd'hui avec les coûts modernes puis les coûts de transport modernes. C'est clair que c'est un jeu qui coûterait une beurrée. Parce que si ça se vendait en mass market avant ce jeu-là, ben, c'était peut-être 100$, avec tout le stock qu'il y a dedans, ça devait pas être si peu cher que ça. Là. Mais c'est ça des petites mini, parce que quand ils ont fait Star Wars, c'était quand même beaucoup de figurines dedans, puis c'était une cinquantaine de dollars. Celui qui était une cinquantaine de dollars il y a 6 ans. Là. Mais les droïdes, puis les Gungans, puis tout, ils ont l'air assez standards. Ouais. Je me souviens pas en vrai, j'ai juste une fois installé à quelque part à Gen Con, là, mais bref. Fait que Queen's Gambit, je trouverais ça cool qu'ils le refassent. Puis c'est ça, même si c'est Restoration Game, je pense que je me risquerais pareil à l'acheter juste pour le kick. D'avoir tout ce matériel-là de Star Wars avec le plateau 3D et tout ça. C'est un petit côté fan nostalgique, je pense, qui embarque pour ça. Je suis évidemment d'accord. Fait que c'est mon numéro 3, Queen's Gambit.
Ouais. Mon numéro 3, moi, on revient à FFG, que j'ai délaissé depuis 2 positions. Pour la troisième fois, ouais, Battlelore, puis Space Hulk, puis Marvel Heroes. Fait que pour la quatrième fois, je reviens à FFG, puis je vais avec on est dû pour une nouvelle édition de Civilisation. Oh. Puis là, je sais qu'ils ont fait un New Dawn, Civilization New Dawn, mais c'est pas le même jeu. Là. C'est le T'as pas Sid de. Meier, là. Ouais, ben tu sais, c'était quand même inspiré de Sid Meier's Civilization, le New Dawn, mais t'avais moins l'aspect tech tree, t'avais moins l'aspect de, tu sais, avec ta civilisation qui se déploie. C'était une espèce de version light de civilisation qui est un très très bon jeu. Mais là, je veux je revenais avec une deuxième édition de Sid Meier's Civilization, celui qui était sorti en 2010, une version crunchy. Ah ouais. C'est un 3 heures de jeu, là, c'est ça. C'est avec, je pars avec ma petite ville, je pars avec j'ai une petite ville, puis je suis capable de faire de l'équitation, je pars avec ça, puis tu t'en vas avec ton grand déploiement, des unités qui s'en vont sur le plateau. J'aimais le système de comment ils avaient réussi, je trouve, dans l'édition de 2010 à faire quelque chose d'épique au niveau de tes armées puis de tes unités sans qu'il y ait 1 million de figurines sur la map où tes unités étaient représentées par une espèce de deck de cartes que tu avais, puis tu avais des drapeaux qui se promenaient, qui représentaient tes armées, puis des espèces de petites caravanes qui se promenaient, qui représentaient tes colons, là, qui fondaient des nouvelles villes, puis tout ça. L'aspect que tu découvrais des tuiles en explorant, tu découvrais des nouvelles technologies, tu fondais des nouvelles villes. Fait que, il y avait un vrai aspect 4X dedans, tu exploitais tes ressources, tout ça qui était très, très bien fait dans la civilisation sans te donner l'impression d'un jeu de guerre. Fait que c'était comme un 4X que tu n'avais pas tant l'impression que c'était un jeu de guerre que ça. La guerre, c'était un des aspects de ton jeu. Tu pouvais gagner comme dans le jeu vidéo de différentes façons. Fait que si tu atteignais un certain niveau d'économie, d'art, de Culture. science, de culture, ouais, de culture, d'économie ou de science, il y avait une façon de gagner, puis sinon tu pouvais prendre la capitale de quelqu'un pour gagner la partie. C'est un jeu qui était très tendu. Tu sais, toutes les parties que j'ai jouées, ben, pas toutes les parties que j'ai jouées, mais la plupart du temps, ça finissait que, tu sais, par exemple, la dernière fois que j'ai joué avec toi, je me rappelle très bien que M. Ryu m'a fait un coup qui m'a fait perdre une pièce d'or, puis là, fait qu'à mon tour, j'ai pas réussi à me rendre à 15, puis le tour d'après, toi, tu t'es rendu avec ta dernière carte de science. Ouais. Tu sais, fait que c'était un jeu qui est très, très tendu. C'est un jeu qui avait des belles composantes. Il y a eu 2 extensions qui sont sorties à Civilisation de FFG qui était Gloire et Fortune, puis une autre où il rajoutait des règles. Puis des fois, il y a comme une extension de trop, ça a complexifié juste une petite affaire trop, un jeu qui était déjà quand même très complexe. Fait que tu sais, on repart ça, on simplifie, on purifie le jeu un petit peu, on enlève 2, 3 petites affaires qui étaient peut-être de trop, on refait des règles à 2 joueurs. C'est ça le problème pour moi. C'est pour ça qu'il perd des points aujourd'hui, ce jeu-là. Pour moi, c'est qu'à 2 joueurs, il ne fonctionne pas très bien. Ok. Parce Ouais. qu'il y a un gros aspect de négociation dans le jeu. Fait qu'il n'écrit pas 2 joueurs sur la boîte. Ça peut être juste ça. C'est un jeu de 3 à 5, mettons. Ça peut être tout simplement ça. Donc voilà, mon numéro 3. C'est Meilleur Civilization. On est dû pour une nouvelle édition. Ouais, mais c'est vrai que c'est un excellent jeu de. C'est un excellent 4X. C'est un Ouais. très bonne adaptation du jeu vidéo, en fait, là. Oh, et c'était très fidèle, je trouvais, aux jeux vidéo. Là. Je trouvais ça très intéressant. Super bon jeu. Mais c'est ça qui est des petites choses au niveau de l'âge. Ouais, le Tech Tree était cool, là. Ouais. En effet, c'était vraiment très, très le fun. Alright. Voilà. Numéro 2. Numéro 2, c'est un jeu de la défunte compagnie Philosophia, notre compagnie québécoise. Euh, donc, j'y vais avec un petit jeu de placement de tuiles qui s'appelle Cacao. Jeu de 2015. Euh, c'est un jeu de placement de tuiles avec un côté gestion de ressources. Dans le fond, on va avoir des tuiles, on va construire le plateau commun avec des tuiles tout au long de la partie. Mais on va aussi placer nos tuiles d'ouvriers à côté des autres tuiles pour les activer. Puis dans le fond, sur tes tuiles d'ouvriers, ben, tu peux avoir une tuile qu'il y a un ouvrier de chaque côté, ou j'ai une tuile qu'il y a 2 ouvriers d'un bord, un ouvrier de 2 autres bords, puis l'autre bord, il n'y a rien. Fait qu'on va avoir des tuiles qui sont comme un peu variées. Puis si, exemple, ben, je mets ma tuile que 2 ouvriers à côté d'une plantation de cacao, ben là, chaque ouvrier va me donner un cacao. Fait que là, je vais ramasser ces ressources-là. Puis éventuellement, ben, si je mets plus tard une tuile avec un ouvrier à côté d'un village, ben là, je vais pouvoir aller vendre mon cacao au prix du village qui va être indiqué. Tu as des majorités avec des temples que tu vas essayer d'être celui qui a le plus de bonhommes autour d'un temple. Tu as les réserves d'eau que tu vas pouvoir aller chercher pour augmenter sur ta piste d'eau qui va te donner des points. Sinon, on va t'enlever des points à la fin de la partie. C'est super simple comme jeu.
On place une nouvelle tuile, puis ou deux, puis tu places une de tes tuiles d'ouvriers, t'actives où ce que tes ouvriers comme ça. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même une certaine interaction entre les joueurs, parce que c'est un plateau qui est commun. Mais quand un autre joueur va placer une tuile, ben, tu sais, si toi t'as laissé deux ouvriers sur un côté qui a rien, ben, éventuellement, quelqu'un va aller mettre une tuile là. Fait qu'il va peut-être essayer de mettre une tuile qui t'avantagera Ouais. pas tout en l'avantageant lui. Ouais. T'as des puits qui donnent des pièces d'or, qui sont des points directement. T'as des espèces de cercles qui vont te permettre de remplacer une de tes tuiles à la fin de la partie dans les derniers tours. Fait que ça peut être stratégique pour aller chercher une majorité sur un temple ou pour aller vendre du cacao super cher dans le village qui vaut 4. Super simple comme jeu, super fluide, vraiment le fun pour vrai. C'est un de mes jeux de placement de tuiles favoris. J'ai pas de copie physique. Je joue beaucoup sur BGA à ce jeu-là. OK. Donc heureusement, il est sur BGA, fait qu'on peut y jouer. On peut y accéder comme ça. C'est un jeu de Phil Walker Harding là, qui fait souvent des jeux très familiales, très simples, mais qui sont toujours le fun dans leur gameplay. Puis Cacao fait partie de ça. Fait que c'est un jeu, je pense, qui aurait besoin d'une réédition parce qu'il est disponible nulle part, il n'est pas trouvable nulle part. Il y avait même une extension qui avait été faite aussi. Fait que c'est ça. C'est un jeu que je pourrais essayer de trouver sur le marché du usager, mais je vais à la place continuer de croiser mes doigts pour une réimpression de Cacao, qui était un Ouais. excellent petit jeu de placement de tuiles Ouais, familial. j'ai joué une fois en 2017 aux Snakes and Ladders, Oh! qui ont une copie. Fait que si jamais tu les appelles, ils vont peut-être parler. On va faire un tour à Toronto. Ouais. Mon deuxième jeu, c'est un classique, je pense, en son genre. Que c'est un jeu, si ma mémoire est bonne, c'est de 2005. En français, je pense que c'est Philosophia qui le faisait, c'est La gloire de Rome, Glory to Rome, Ouais. qui est un jeu de cartes, pas trouvable, qui est un excellent jeu de cartes. Puis là, je pense qu'on est dû, là, ça fait longtemps qu'on... Savais-tu qu'il y avait eu deux réimplémentations? Mais je sais pas Non, jouer, je savais aucune. Ah pas. ben, je sais il y en a pas une qui est dans un univers de dinosaures. Attends, ici là en haut, il y a eu Chronia, qui Ouais, c'est était celle-là. en 2012 par Yellow. Ouais, lui, j'ai déjà joué, Puis mais c'était sinon, pas l'original. il y en a eu une plus récente en Ça, 2015 j'étais pas au courant, ça. qui s'appelle Motanai Ah, ça par me dit rien en tout. Asmadi Game. Mais ils ont changé le thème, là. Fait que Uchronia, je le savais, ouais. mais ça prend un Gloire de Rome. Tu sais, Gloire de Rome, c'est un excellent jeu de cartes où tu vas avoir une main de carte que tu vas jouer, mais c'est un des premiers jeux que j'ai vu que les cartes ont vraiment comme 3 4 utilités chaque. Fait que dépendamment de l'action que je fais, je peux jouer dans le centre de la carte, il y a un bâtiment que je peux construire. Dans le bas de la carte, il y a une ressource que je peux accumuler. À gauche de la carte, il y a un type de patron que je peux rentrer dans mon engin. Je peux jouer la carte face cachée comme une espèce de trésor que je rentre dans les coffres de mon État romain. Puis, grosso modo, dans le fond, on va piger des cartes. On va jouer ces cartes-là de différentes façons. Fait que je vais essayer d'optimiser les affaires pour avoir suffisamment de ressources dans le bas de mon plateau pour être capable de construire les bâtiments qui sont dans le centre de mes cartes. Fait qu'il y a un côté Race for the Galaxy 1 où mes cartes servent à la fois de ressources pour payer d'autres cartes. Fait qu'il faut que je décide lesquelles vont devenir des ressources, lesquelles vont être des patrons, lesquelles vont être des trésors, lesquelles vont être des bâtiments. Fait que ça donne des super beaux choix tactiques avec un deck de cartes pas si gros que ça. C'est un jeu qui n'est pas simple à apprendre. Il y a quand même une certaine couche de complexité parce que tu as justement beaucoup d'options. Tu as une main de 5 cartes, mettons, mais tu as 20 options. Tu as 4 options par carte, tu as 5 cartes. Il n'est pas facile à apprendre. Mais c'est vraiment un très, très, très bon jeu de cartes. Fait que c'est une toute petite boîte, toute petite introduction qu'on voit juste ici, d'ailleurs. Ouais, j'ai une copie, moi aussi, encore. Fait que, qui est un très, très, très bon jeu de cartes. La gloire de Rome, j'aimerais bien ça qu'il revienne. Encore une fois, comme j'ai dit souvent, juste enlever 2 3 petits détails un petit peu superflus, simplifier les conditions de fin de partie. Puis ça serait un excellent choix là, pour refaire un jeu, je pense. Ouais, puis la thématique fitait bien, là. C'était correct. Oh, Là. oui, c'était correct. T'étais dans les classiques. Là. Ouais, c'est ça. Construire, Là, construire Rome, là, c'est techniquement la même thématique que Foundation to Rome. pareil. Mais c'est ça, non, c'est comme le jeu de multicarte par excellence, on dirait. Ouais. Tu sais, c'est comme Ouais, comme tu dis, c'est un des premiers jeux qui avait des cartes multi-options, multi-usages. Non, c'était vraiment très cool comme jeu.
Ouais, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un jeu qui va rester longtemps dans ma collection, minimalement jusqu'à temps qu'une autre version sorte. Je l'avais mis dans ma liste, puis quand j'ai vu qu'il y avait eu 2 réimplémentations, je l'ai enlevé, mais honnêtement, j'ai entendu parler fuck all de ces 2 réimplémentations-là. Ouais, puis la dernière, comme tu dis, date déjà de 7 ans, mine de rien. Ouais. Puis moi, je suis pas sûr que j'ai déjà vu une copie de ça dans ma vie. Ça me dit rien C'est du tout. Voilà. Excellent choix. Je me doutais que t'allais le mettre. Ouais. On est rendu au numéro 1. Yes. Le jeu qu'on veut voir en réimpression. Ah, moi, je m'en vais chez FFG. On n'est pas allé à ça aujourd'hui, les voir. J'ai mis Imperial Assault. Ah ouais, mais ça fait une couple d'années que t'en parles. Oui, hein. On est dû pour une réimpression d'Imperial Je Assault. suis déçu qu'il n'ait pas annoncé ça à Gen Con, même s'il a annoncé d'autres choses, mais bon. Peut-être l'année prochaine. Mais Imperial Assault, il date de 2014, mais il est à peu près plus trouvable nulle part. Même chose pour les extensions. Le jeu de base est peut-être trouvable à certaines places, mais beaucoup d'extensions qui sont plus trouvables. Puis tu sais, c'est un jeu que on a joué la première campagne, on a joué la deuxième, on était en train de jouer la troisième. Puis pendant qu'on jouait la troisième campagne, je me dis, bon, quand elle va être finie, je vais acheter la quatrième campagne. Puis le moment donné, j'ai comme fait, je vais l'acheter d'avance, la quatrième campagne, je l'aurai quand on sera rendu. Elle est déjà plus disponible. Fait que je suis comme, hey. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont sorti du stock, je sais plus jusqu'à quelle année. Peut-être jusqu'à 2018, 2019 peut-être, mais depuis ce temps-là, ils sortent plus rien. Fait que d'habitude, ça augure qu'ils commencent à travailler déjà sur une deuxième édition ou la prochaine édition de ça. Là. Dans le fond, c'est un dungeon crawl dans l'univers de Star Wars. À la base, c'est un tous contre un. Fait que c'est un joueur qui joue l'Empire et un joueur et 4 autres joueurs. Ben, non. 1 à 4 autres Jusqu'à joueurs. Jusqu'à 4 autres joueurs. C'est ça, jusqu'à 4 autres joueurs qui vont jouer les rebelles. C'est un jeu qu'on va suivre une campagne. Puis, dépendamment qui gagne, ben, on va s'en aller à telle autre place dans la campagne. Si l'Empire gagne, si les rebelles gagnent, on va aller à telle autre place. Fait qu'il y a une espèce de branching qui se fait selon qui va gagner les parties. Les deux côtés vont gagner de l'expérience, vont améliorer leur deck, leurs habilités. Le joueur qui joue l'Empire va améliorer ses habilités de Stormtrooper, des trucs comme ça. Les rebelles vont gagner des nouvelles cartes de skill. C'est un jeu avec des dés. Fait qu'on va lancer des dés pour faire des attaques. On a une notion de range. Parce qu'évidemment, dans Star Wars, on utilise souvent des armes de range avec les pistolets et tout ça. Donc, on va lancer les dés. Puis les dés ont des chiffres. Puis les chiffres vont représenter le range. Fait qu'il faut tailler au moins le range, la distance avec ton ennemi pour pouvoir utiliser les symboles qui sont sur tes dés, faire des dégâts, activer les pouvoirs de tes add-ons d'équipement, des trucs comme ça. C'est un super bon jeu, c'est un excellent jeu thématique pour le Star Wars. C'est le Star Wars, genre, ok, on fait des missions, on fonce, on attaque une base, on défend une base contre l'Empire, il y a des affaires vraiment cool à l'intérieur. Il y a eu une application qui a été faite il y a quelques années qui te permet de jouer en coop. Elle est plus ou moins bien développée, honnêtement. Un peu comme le Descent de 2e édition. Elle est correcte, mais... Elle est correcte, l'intelligence artificielle est un peu boboche. Mais je pense que c'est juste un tremplin vers le futur de ce jeu-là. Ouais. Je pense qu'ils vont y faire un peu le même traitement qu'ils ont fait avec Descent, Legend of the Dark, là, qui est une nouvelle version de Descent qui est juste avec l'application puis qui est beaucoup plus immersive puis intégrée. J'ai l'impression que la nouvelle édition d'Imperial Assault va être dans cette veine-là, dans cette direction-là. Ouais, je pense que c'est une question de temps. Puis c'est ça. Je pense que Marvel a été au goût du jour chez FFG dans les 2 dernières années, là, mais je pense que Star Wars va commencer à revenir aussi un peu en force. On a annoncé notamment un deck building de Star Wars. Fait que je m'attends à ce qu'Imperial Assault 2e édition ou Imperial Assault revampé avec l'application mobile dans la même veine que Descent va voir le jour très très prochainement. Donc, bon, je me doutais que ce serait c'est mon numéro 1, un jeu que je veux voir imprimé. Je m'en doutais qu'il serait là. Ok, mon numéro 1, mon dernier. Tu me dis? Non. On reste, histoire de faire changement, on reste dans FFG. Ah, bah ouais. C'est, à ma connaissance, le premier jeu que je connais, ou le plus vieux jeu que je connais, qui a la mécanique de deck building implantée dans le jeu, même pré-Dominion, c'est StarCraft. Ah ouais, Puis je vais mettre avec une barre oblique, là, Forbidden Stars. Qui est StarCraft. C'était déjà une réédition de StarCraft, mais dans l'univers de Warhammer 40 000.
qu'elle, on sait que ça n'arrivera pas parce que c'est Warhammer 40 000, on a déjà parlé avec Dead Angel, mais StarCraft, qui sait? Qui sait? Tant qu'être dans le jeu vidéo avec Sid Meier's Civilization. Fait que StarCraft, c'est un autre jeu de type 4X. On commençait dans un coin de la galaxie, on va se promener. C'était pas tout à fait de 4X dans le sens qu'il n'y avait pas vraiment d'exploration. Tu ne découvrais pas des nouveaux terrains. Le terrain il était prédéterminé en début de partie. Mais tu allais te déployer, construire des nouvelles bases, déployer des unités, améliorer tes unités, construire des améliorations à tes bases pour pouvoir sortir de nouvelles unités. Fait que c'était un peu comme le RTS, le Real Time Strategy, c'est de même que ça s'appelle, ce genre de jeu vidéo-là. Ouais. Mais c'était comme le jeu vidéo StarCraft, là, où je pars avec ma petite base dans mon coin, tu pars avec ta petite base dans ton coin, on construit nos affaires, puis on essaie de se rentrer dedans tranquillement. Il y a certains terrains qui valaient des points de victoire, fait qu'on essaie d'aller prendre contrôle de ces terrains-là, puis on marquait des points de victoire à la fin de chaque tour de jeu si on contrôlait ces terrains-là. Puis c'est un jeu qui mâchait vraiment différentes mécaniques. Tu avais tout ton aspect de développer tes civilisations, mais ta prise d'action était weird. Moi, c'est une chose que j'aimais, mais c'est une chose sur laquelle j'insistais quand j'expliquais le jeu. Je dis là, faut que tu vas déconstruire comment tu réfléchis dans une programmation inversée. C'est une programmation inversée parce que tu vas placer un jeton d'action sur la planète où tu veux faire une action selon l'influence que tu as. Fait que c'est sur les planètes adjacentes, etc., selon les actions du jeu. Puis après, tous les joueurs vont placer leurs pions d'action, mais après, les pions d'action sont placés face cachée. Puis après, on révèle un des pions d'action qu'on voit sur le plateau qui nous appartient. On le révèle, puis on le fait. Ce qui veut dire que si je veux me déplacer puis coloniser la planète qui est à côté de moi, mais je dois mettre en premier mon pion de colonisation, puis par-dessus, je vais mettre mon pion pour me déplacer. Parce qu'ils sont de haut en bas. Après, quand je vais révéler un pion, celui qui est sur le dessus, je vais le révéler. Je déplace des troupes, là, je déplace mes troupes, puis quand ça va revenir à moi, je vais révéler le pion supplémentaire, puis là, je colonise, je construis ma base. Puis, c'est un jeu qui avait un aspect un peu take that, parce que si par-dessus ma pile, toi, tu mets un jeton par-dessus pour dire que tu fais de quoi sur cette planète-là, toi aussi, ben, tant que toi, tu n'as pas résolu le tien, je peux pas résoudre les autres qui sont en dessous. Fait que des fois, ça peut faire que je saute un tour de jeu, mais ça veut dire que plus tard dans le même tour de jeu, je vais en jouer peut-être 2 ou 3 d'affilée. La mécanique de combat était particulière aussi parce que là, tu plaçais tes unités en espèce de duel avec les unités de l'adversaire puis les unités en surplus dans le renfort des unités qui étaient déjà là. Puis là, il y avait une mécanique de deck building où tu pigeais tes cartes au hasard pour te faire ta main de carte pour le combat. Mais quand tu développais des technologies, c'est que tu t'achetais des nouvelles cartes que tu mettais dans ton deck. Fait que là, tu brassais puis tu pigeais ces cartes-là. Fait que tu avais des chances de piger tes nouvelles cartes d'unité. Puis là, c'est là que tu avais toutes les habiletés spéciales, là, les tanks qui se plantent dans le sol pour pouvoir tirer de loin. Des espèces de vaisseaux Protoss qui sortent les espèces de petites guêpes mécaniques, là, puis qui tuent plein de monde, etc. Tu avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mécaniques dans le jeu. Là, on parle d'un jeu de 2h30 à 3h, selon le nombre de joueurs, à 4 joueurs, mettons. C'est un jeu dans les ranges d'Eclipse, on va dire. Peut-être une petite affaire un peu plus longue. Ce qui est un petit peu plus complexe à expliquer, un petit peu moins naturel à expliquer qu'Eclipse. Mais le concept de base était quand même facile à saisir. J'ai ma base, j'essaie d'avancer sur la case d'après, un petit peu plus loin sur la planète, construire une nouvelle base là, puis pouvoir déployer des unités à partir de là, puis j'essaie de continuer comme ça, en développant des nouvelles technologies. Fait que tu avais toujours ton est-ce que je prends des techs, est-ce que je sors des nouvelles unités, est-ce que je me déploie plus pour m'étendre un petit peu, est-ce que je t'attaque juste pour t'affaiblir. Puis il y avait un mode très intéressant qui était à 2 contre 2, qui est mon mode préféré pour jouer à StarCraft, où là tu pouvais un peu plus te passer le melon sur qui fait quoi dans l'équipe. Fait que tu pouvais avoir un joueur qui dit moi je vais être très offensif, toi reste un petit peu en arrière, profite-en pour bâtir ta base. Puis plus tard dans la partie, tu vas pouvoir comme tout ravager. Si j'ai réussi à faire la technique de commando assez pour achaler les adversaires. Fait que c'est un très, 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 très bon jeu selon moi. Lui aussi, je l'avais mis, si c'était pas dans le top 10, c'était dans le top 20 quand on avait fait le top 100. Puis, il mérite sa réimpression. C'est un jeu de 2005 ou 2006, je pense. Fait qu'il est on parle de 2007, fait 15 ans qu'il est sorti. Il y a besoin là, de. Quand même un duo d'auteurs assez impressionnant. Je me rappelle plus c'est qui. C'est Corey Konechka et Christian T. Peterson, qui est celui de Twilight Imperium puis Game of Thrones. Sans la vibe. Ouais, c'est ça. C'était les 2 gros noms de FFG. Ouais, mais ça, c'était dans ce que je vais appeler les belles années de FFG. Ouais, ces deux-là avec Kevin Wilson, c'est comme le trifecta de FFG. Ouais, tu sais, le début des années 2000 jusqu'à 2012-13 de FFG, là, ça a été, ils ont sorti des jeux. Là. Puis c'était dans le temps, là,
J'ai failli mettre Horus Heresy sur ma liste aussi. C'était dans le temps qu'il sortait des longues boîtes rectangulaires, là, qui étaient super longues, qui prenaient de la place à l'infini, mais qui avaient quand même je sais pas si tu te rappelles comment elle est faite, là, elle est toute à plat avec juste un petit bord, mais sur un des deux côtés, tu as quand même le petit corridor à peu près de la largeur des petites cartes FFG, là, puis tout le reste est en dessous de l'autre, de la grosse affaire de carton que t'enlèves. Fait que ça ressemblait à ça. C'était pas super comme insert. Fait que c'était mon numéro 1, StarCraft / Forbidden Stars, mais plus StarCraft. Ouais, le pire, c'est quand j'ai fait ma liste, je l'avais vu. J'y avais pensé, je pensais que tu en parlerais, mais ouais, j'avais oublié aujourd'hui. Ouais, c'est un super bon jeu. C'est un de mes jeux préférés dans ce genre. Ah, c'est cool. C'est un bel exercice aussi. D'essayer de voir c'est quoi un peu les jeux qui sont plus disponibles aujourd'hui. C'était quelque chose d'assez. C'était plus intense comme recherche à faire, là, mais c'était un exercice intéressant. Moi, je te dirais que de façon réaliste, il y a Carson City puis Glory to Ground. D'après moi, ça va se faire un jour, mais c'est pas mal sûr. Les autres, tu penses que c'est inatteignable? Je pense que ça se fera pas. Moi, je te dis que Rob Davio est capable de nous faire un Queen's Gambit. Peut-être. C'est parce que lui, je suis sûr que ça étend, je suis sûr qu'il a déjà passé, je suis sûr qu'il a déjà appelé Disney. Après moi, il s'est fait dire, ouais, ça coûte tant de millions, il va on va laisser faire. Pourtant, il fait des Marvel avec ses Unmatch. C'est vrai, il a un pied à terre. Il a son pied dans la porte. Hey, Unmatch, ça serait malade, des bonhommes de Star Wars. En plus, c'est la thématique de base du jeu. Ouais, ça, un petit Luke, une boîte Luke Darth Vader, j'achèterais ça. Quoi faire. Donc. On va appeler Rob après le tournage. Ouais, c'est ça. Hey, merci encore une fois pour ce top 10. Merci de l'invitation. Puis vous, à la maison, vous pouvez nous laisser en commentaire justement c'est quoi les jeux que vous voudriez voir réimprimer, donc avoir une nouvelle édition. Fait que laissez-nous ça en commentaire. On a hâte de voir vos suggestions. Des fois, on va faire ah, ben oui, ce jeu-là, ça serait vraiment cool aussi. Fait que ouais, il y en a probablement plusieurs auxquels on n'a pas pensé. C'est ça. Fait que, c'est sûr, on y va selon nos goûts puis les jeux qu'on aime puis qu'on connaît. Là. Donc, laissez-nous des suggestions. On a bien hâte de lire ça. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne encore, vous pouvez cliquer le petit bonhomme en bas de l'écran pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux à Professeur Board Game sur Facebook, Twitter, Instagram. Si vous voulez nous supporter aussi sur notre campagne Patreon, qui vous donne accès à notre serveur Discord, c'est quelque chose qui est très apprécié. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer. Ciao!